Alors, on avait dit 14 heures, il est 14 heures. Donc, on est parti pour un grand voyage, puisqu'on va faire traverser la transatlantique. Et par étapes. Donc, je tiens à remercier ici toute l'équipe d'Art Presbytal de nous accueillir ici pour l'exposition et puis nous laisser la place de cette petite conversation, puisqu'on pourra échanger bien évidemment pour que ça ait de l'intérêt. Donc Morgane Lebras, merci pour nous avoir aidés tout au long de ce parcours. Et bien évidemment Kirek Chantraine, qui est à l'initiative de ce projet. Sans lui, ça n'aurait pas eu lieu. Enfin, je m'adresse aussi à mon arrière-grand-père, dont on va parler, que je n'ai jamais connu. Alors ça, je tiens à le préciser parce que ça n'aurait pas de sens. Ça me permet de prendre une certaine distance, en ce sens que c'est comme un personnage d'histoire, comme dans un livre d'histoire véritablement. Mais en même temps, je porte son nom. Donc c'est une sacrée responsabilité. Donc Véronique Pugibé, c'est la petite descendante de ce monsieur. Et par contre, ce que j'appelle tout mon imaginaire, lui, est peuplé d'anecdotes, toutes croustillantes, toutes délicieuses, mais je pense que beaucoup d'entre elles sont vraiment de la transmission orale. Donc elles ont été assez souvent déformées par la famille au fil des ans. Alors, par chance, à un moment donné de ma vie, par le travail, par les rencontres, je m'y suis intéressée d'une autre manière, ce qui m'a permis de redresser un peu le regard, et c'est ce qui a permis, avec cette rencontre, par exemple, avec Kirek, de mettre à jour des faits indéniables. Et puis j'ai eu la chance de rencontrer, par exemple, lors d'un congrès, une fois, une jeune femme à ma gauche, oui, elle était à ma gauche, et je lui demande sur quoi elle travaille. Elle me dit, moi, je travaille sur les cigarières du Buen Tono. Oh, surprise, je lui dis, comment ça? Oui, de Ernesto, elle me dit, Pugibé. Je lui dis, mais c'est mon arrière-grand-père. Et alors ça a commencé, il y avait sans arrêt des clins d'œil comme ça. Et on a lié amitié, et en fait, elle a fait une thèse sur mon arrière-grand-père. Ce que je vais aussi dire, c'est que par la petite histoire, c'est-à-dire à travers l'histoire d'un individu lambda, en quelque sorte, un individu quelconque, on va rentrer dans la grande histoire de l'industrialisation, l'histoire du Mexique et l'histoire des échanges franco-mexicains. Alors je remercie encore Kirek, à qui je passe la parole. Je remercie Véronique pour ces mots si agréables à mon encontre. En fait, merci à Art Presbytal d'abord de nous recevoir ici, à Véronique et moi-même, pour ce moment de partage. Je tiens à remercier aussi la mairie, bien entendu, qui nous a permis de se guénoler, la délégation à la culture, la conseillère, Mme Réjeanne Loin et Morgane Lebras, bien entendu, pour cette invitation très particulière et cette rencontre. Un chemin assez captivant m'a conduit cette année, pendant l'année 2023. Je revenais du Mexique, où j'ai vécu pendant 20 ans, à m'intéresser à ce personnage, Ernest Pugibé, puisque mon père m'en a toujours parlé. Il m'a toujours dit, puisque j'ai vécu 20 ans au Mexique, tu devrais quand même t'intéresser à Ernest Pugibé. Ce monsieur a fait des grandes choses au Mexique, et bon, de fil en aiguille, je me suis intéressé aux cartes postales jusqu'au jour où le moment est venu. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Véronique, et puis aussi sa sœur, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui vient de temps en temps à l'Okirek assez régulièrement. Voilà, donc cette recherche nous a amené à nous réunir plusieurs fois. J'ai eu aussi l'opportunité de visiter
à Nantes le centre des archives diplomatiques pour rechercher des informations qui n'étaient pas forcément retenues par la famille. Donc ça nous a permis d'avoir quelques petits points en plus. Donc, tout comme bon nombre d'explorateurs et de voyageurs vers le Nouveau Monde, Ernest Puchipé fut sans doute attiré par cette culture très riche et méconnue, ces terres singulières du Mexique dont on savait encore si peu, mais avec des saveurs, des produits, des arômes extrêmement exotiques et attirants. Et c'est bien à travers la vie de cet homme et à la lumière de son rôle crucial dans l'empreinte sociale qu'il a laissée au Mexique et dans l'architecture, dans l'éducation, l'art, la publicité, on va le voir, l'amitié franco-mexicaine, mais aussi dans la finance et l'industrie, comme ça a déjà été souligné, que nous allons voir son rôle de protagoniste majeur dans l'avènement de la modernité au Mexique. C'est le rôle que nous souhaitons aujourd'hui interroger, et plus largement aussi les liens profonds qui unissent la France et le Mexique. Ernest Puchipé n'avait que 14 ans quand il s'est engagé comme mousse à bord d'un voilier. Et c'est donc un destin qui commence donc voilà. Alors à 14 ans, originaire de Saint-Martory, donc en Gascogne, qui s'embarque du port de Bayonne, voilà, pour Cuba. Ce sera son premier port d'arrivage. Il y restera 10 ans. Il y rejoint son frère, Jules, qui était déjà parti quelques années auparavant avec un ami, Victor Foss, et tous deux s'étaient déjà commencé à employer dans le secteur du tabac, car on y reviendra très rapidement, mais Cuba est un endroit très important pour le tabac dans le monde. Donc il restera 10 ans. Oui, pardon. Ah oui. Alors, nous avons ici une représentation, j'espère que tout le monde peut voir. Vous voyez sur la partie gauche de l'écran, il y a une maquette. C'est un 3-mâts. Ce 3-mâts s'appelle la Navarre. C'est sur ce 3-mâts que Ernest Puchipé va s'embarquer pour payer son billet et partir à Cuba. Alors, oui. Oui, alors justement, cette maquette, elle est à la maison. C'est mon papa qui me l'a donnée. Et il l'avait présentée à une exposition qui avait lieu, je dirais, il y a une vingtaine d'années, à mon avis, à la mairie. Je pensais que c'était au presbytère, mais non, c'était à la mairie. Et il avait mis cette petite étiquette, cette explication que je vais vous lire. Alors, maquette du 3-mâts, la Navarre. Avec les lunettes. Ce travail a été entièrement effectué à la main en acajou et os. Il a été réalisé en 1869 par M. Puchipé, marin à bord. Ce navire immatriculé au port de Bayonne a dû être construit en 1865. Il faisait le transport des marchandises et des émigrants basques. On retient le mot émigrant, hein. Il fait partie de ce flot de migrants. Donc, il ne faut pas confondre le voilier La Navarre, qui est attaché au port de Bayonne, qui est un 3-mâts, et le vapeur, le paquebot La Navarre de la Compagnie Générale Transatlantique, qui est mise en service vers 1882 ou 84, qui, lui, est un navire à vapeur. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a cette confusion qui est possible. Mais on sait qu'après, par la suite, Ernest Puchipé a voyagé de nombreuses fois. Certes, il est resté 20 ans sans retourner en France, une fois qu'il est allé à Cuba, puis après, on verra qu'il arrive au Mexique. Mais après, il reviendra assez régulièrement parce que on va voir le rôle qu'il a eu aussi entre la France et le Mexique. Voilà. Pour l'anecdote, le document de droite, donc c'est effectivement la Navarre, mais avec des moteurs, donc à vapeur. Et cet extrait, c'est une publicité extraite d'un agenda, un almanach, qu'avait fait exécuter l'ancêtre
je vais l'appeler comme ça, l'aïeul ou l'ancêtre, pour l'année 1900 et qu'il avait offert à ses actionnaires. C'est un très très bel album, c'est plein de publicité, c'est qu'il avait le sens de la publicité, comme on verra, donc ça ne devait pas lui coûter bien cher. Voilà, donc une carte de Cuba tout simplement pour resituer voilà, sa première arrivée. Alors on sait que il rejoint donc son frère. Alors son activité essentiellement, quand il ne sera pas à La Havane, ce sera dans l'ouest de l'île, en particulier dans la région de Pinar del Río, pour ceux qui connaissent, et Viñales. Ce sont deux régions qui sont particulièrement importantes pour la culture du tabac. Cette région-là, oui, merci. Voilà. Alors il faut savoir que le tabac, juste pour se souvenir un petit peu, que c'était une plante sacrée chez les peuples hispaniques, important dans la pharmacopée indigène, et il était vénéré par de nombreuses cultures, dont les Taïnos, voilà, et aux Caraïbes, enfin Haïti, Jamaïque et Cuba, ils l'appelaient Cohiba. Voilà. Donc après la découverte de Christophe Colomb, il est introduit en Europe à la fin du XVe, et on sait que le tabac, par exemple, dans les ports français d'Atlantique, était fumé aux alentours de 1530. Voilà. Donc, Cuba, La Havane, vous avez deux gravures là, c'est joli, qui permettent d'avoir une idée. Alors voilà un plan de La Havane. Comme vous pouvez voir, on a mis une loupe à droite. On vous donne très exactement l'adresse. Alors ça, c'est ce qu'on a découvert au Centre des archives diplomatiques de Nantes. L'adresse où résidait Ernest Bugibé quand il s'est enregistré au consulat. Voilà. Donc il n'était pas loin du Malécon, enfin du môle et du port. Voilà. À La Havane, en 1860, lui il arrive en 67, on comptait déjà plus de 15 000 ouvriers dans l'industrie tabatière. C'est quand même un lieu important pour cette culture. Voilà. Et donc c'est là où il apprendra un grand nombre c'est sa formation, on va dire. Quand il arrive, il a 14 ans. Et c'est vrai que, bon, il emportera avec lui un savoir-faire qui lui permettra, ce qu'on va voir tout de suite, en arrivant au Mexique. Voilà une autre carte postale où on voit des personnes qui travaillent à Cuba, dans un champ de la région de Vignales, une très belle région classée au patrimoine de l'UNESCO, avec des formations géologiques assez impressionnantes et beaucoup d'humidité, mais c'est un bel endroit. Voilà. Et l'humidité est nécessaire à la croissance du tabac, hein. Ça c'est primordial. Alors voilà quelques photos de Véronique. Non. Elle a changé. Oui. Donc, en 1879, alors il y a quand même quelques choses qui sont un peu obscures. On a du mal des fois à joindre les dates très précisément, mais ce n'est qu'un début. On va probablement continuer de savoir exactement quand est-ce qu'il est arrivé à Mexico. Voilà. Mais vraisemblablement, je crois qu'il est resté au moins une bonne dizaine d'années à Cuba. Donc il arrive, il est encore jeune, à Mexico. Voilà. Donc, la durée du trajet entre Cuba et Veracruz, je m'étais promis de le chercher et je suis désolé, je ne l'ai pas. Voilà. Je sais que le trajet entre Bayonne et Cuba, c'est environ 3 semaines en voilier, selon le vent, évidemment. Par contre, là, le Cuba-Veracruz, je ne sais pas. Par contre, Veracruz, Mexico, en train, pardon, parce que cette époque, oui. Non, juste les cartes postales. Ah, excusez-moi. Oui, voilà donc 2 cartes postales anciennes de Veracruz. Voilà. Oui, c'était un port fondamental du Mexique pour tout ce qui était marchandises et voyageurs. Hein, c'était un incontournable. De l'autre côté du territoire, il y avait Acapulco qui reliait à Manille, comme vous pouvez le voir dans l'exposition à côté de Loïc. Oui. On parlera après de l'exposition, effectivement, qui nous a permis de présenter ce moment.
Voilà donc la distance Veracruz-Mexico, 12 heures en 1879. La ligne a été inaugurée en 1873. Et donc, c'est la première ligne qui a été faite au Mexique de chemin de fer. Il y a des endroits très dangereux, magnifiques, mais très dangereux. Parce que, voilà. Mais c'était quand même une prouesse de faire ça et important pour le développement. Veracruz, la porte du Mexique, porte de la mer, a été pendant tout au long de la colonie la porte d'entrée et la porte de communication avec l'Europe. Et aussi avec toute la partie pacifique, puisque le galion de Manille, qui arrivait à Acapulco, après il transportait à travers le pays toutes les marchandises, et ensuite ça repartait vers l'Europe. Voilà. Alors, nous avons ici 2 rencontres décisives. Mais absolument fondamentale, vous allez voir. On va se passer après. Alors la première, c'est une rencontre clé, en l'occurrence mon arrière-grand-père et mon arrière-grand-mère. Donc il va y connaître donc à Mexico Guadalupe Portilla y Bengoechea. Donc c'est un nom très clairement d'origine basque. Donc elle est descendante d'émigrés basques. Papa disait ça très souvent, qu'il avait les cheveux noirs et pas blancs, parce qu'il était d'ascendance basque, et que les Basques disent que leurs cheveux ne blanchissent pas. Bien, alors, il se marie donc en 1887 à Mexico, et l'avantage, pourquoi je dis que c'est une rencontre décisive, bien sûr, c'est une rencontre d'amour, mais elle avait une petite fortune personnelle. Or, lui, comme vous l'avez vu, il est venu les mains dans les poches. Donc, ça a été une belle alliance pour les deux, parce que j'ai une grand-tante qui disait, alors, mauvaise langue peut-être, qu'elle n'était pas très belle et qu'elle était restée en espagnol, on dit para vestir santos, qu'elle allait être vieille fille. C'est une mauvaise langue, ma tante, il n'y a pas de doute. Bien, alors, de cette union, il y a eu l'aîné, donc dans la photo de gauche, celui du milieu, c'est Jean-Baptiste, qui s'est marié avec Françoise Fuvrier. Lui, il va mourir à la guerre, hein, c'est bien celui-là, décoré, mais il meurt à la guerre de 14. Ensuite, celui qui nous intéresse directement, Ernest Pugibé, fils, parce que souvent dans les traditions là-bas, il y a l'aîné, le père, puis le fils va porter le nom du père. Ici, c'est le second qui le porte, en l'occurrence. Donc lui, il va jeter une encre à l'Oquirec, c'est pour ça, et c'est lui qu'on va essayer de suivre après. Mais c'est bien de les voir dans leur contexte. Et enfin, il y a quand même une fille, Anne-Marie Pugibé. Donc on voit le décalage des années, hein, les photos de l'époque qui étaient en studio, posées. Et les voici quelques années plus tard, toujours en studio. Cette photo, c'était... souvent on m'a dit, oh là là, la femme, elle n'est même pas assise, sa position. Bon, dans les photos de studio, c'était traditionnellement la position qui était attribuée, le patriarche en quelque sorte. Et là, on peut remarquer qu'il avait déjà commencé à réussir dans les affaires. C'est ce qu'on va voir progressivement, hein, par la tenue, la position. Ça traduit pas mal. Alors, voici l'arrière-grand-mère, à nouveau, qu'on avait vu, celle qui n'était pas très belle, selon ma grand-tante, elle, avec 6 de ses petits-enfants. Donc, sur la gauche, on va voir. Donc, le frère de papa, Henri, Christiane, Jojo, hein, parce que c'est plus facile aussi, et Robert, qui lui va mourir à la fin de la guerre, donc ils ne seront plus que 3 finalement. Oui, parce que tout ça, c'est pour arriver à... On part au Mexique, mais on va revenir à l'Oquirec, hein, n'ayez crainte. Bien. Bien, alors maintenant, on va commencer à comprendre ce qu'il a fait au Mexique, l'ancêtre.
Alors, il a fondé une manufacture de tabac, donc c'est un petit peu aussi l'idée, c'est le clin d'œil à la manufacture de Morlaix, bien sûr, du buen tono. Alors, le buen tono, ça veut dire le bon ton. Donc, ça faisait chic, c'est très important. L'idée du mot porteur de sens, d'idée, c'était pas dit directement, c'est les meilleurs. Mais alors, c'est de bon ton, c'était chic, c'était bien. De fumer, alors, on est à l'époque, hein, on se resitue. Alors, il faut avouer que c'était un début très laborieux, on va voir. Parce que c'était une fabrication artisanale pendant près de 6 ans. C'est-à-dire, il roulait lui-même. Après, il a commencé à avoir 2-3 employés. Mais il faisait du porte-à-porte pour vendre les cigarettes fabriquées. Ce porte-à-porte, lui-même, le pratiquait. C'est-à-dire, il n'était pas le petit chef. C'est venu après. Donc, ça lui a permis de goûter à tout. Et à Cuba, déjà, il était le sous-fifre, disons, de plusieurs personnes. Donc, il a appris tous les aspects du travail du tabac. Alors, en 1884, donc, il y a une inauguration de la manufacture du buen tono. C'était simplement manufacture du buen tono. Et alors, écrit à la verticale, je vous le lis, c'est souvenir de l'inauguration de la fabrique de cigarettes El Buen Tono. Puis on va voir évoluer. Donc vous voyez, c'est une petite entreprise, enfin un petit édifice. Modeste, absolument. Mais, et c'est ce qu'il va poursuivre toute sa vie, c'est l'idée de dépasser le côté artisanal pour introduire une mécanisation progressive jusqu'à une dimension industrielle. Et ce qu'on va essayer de suivre peu à peu. Alors, il va obtenir donc en 85 une patente pour une machine qui va conditionner les cigarettes dans des paquets, c'est-à-dire qu'on n'a pas à les mettre manuellement dans le petit paquet de cigarettes. Donc, il a cette patente avec Louis Josselin. Et il va encore le perfectionner en 1891. Donc, ça gagne du temps. Donc, c'est toujours les principes un peu de la mécanisation, du progrès industriel. 1891, c'est une avancée technologique majeure pour la fabrication de cigarettes. Et je crois que c'est la deuxième rencontre décisive. La première, c'était l'arrière-grand-mère, qui lui a apporté un petit pécule, avec qui il a eu 3 enfants, sans quoi nous ne serions pas là aujourd'hui tous. Et enfin, de conflit. Alors oui, c'est la rencontre avec Anatole Découfflé. Donc, c'est un constructeur, un mécanicien à Paris, donc, qui crée une machine à cigarettes, ce qu'on appelait aussi des confectionneuses, qui sont à l'origine de la mécanisation française de cette production, pour répondre à la nouvelle compagnie française des tabacs, qui permettait de confectionner plus de 200 cigarettes par jour. Donc, c'est quand même beaucoup... pardon, pas par jour, j'ai dit des bêtises, par minute, excusez-moi. Oui, alors par jour, non, à la main. Mais là, par minute, ça augmente terriblement le rendement. Hein. Et il y avait aussi un aspect important, c'est l'élimination de la colle. Pourquoi ? Parce qu'avant, eh bien, les cigarettes étaient collées avec de la colle et c'était extrêmement nocif pour la santé. Or, à partir de ce moment-là, eh bien, ce procédé que découvre Anatole Découfflé, eh bien, permet de faire des tubes de cigarettes qui n'ont pas de colle. Voilà, sertis avec un petit système dedans bon. Et c'est vrai que Ernest Bugibé va ensuite améliorer ces machines. Il va en importer donc un certain nombre. Après ces 2500 cigarettes à l'heure, bon, il sera primé à l'exposition universelle pour ses différentes patentes, puisqu'il va améliorer ses machines, en particulier on va voir peut-être un peu plus loin, je ne sais plus si c'est là ou pas, voilà la machine Découfflé. Voilà. Il en achète 62 en 1891, en 1899, donc il en avait déjà 102,
puis 125 en 1905 et plus de 200 en 1909. Donc on peut imaginer déjà. Ouais, et on peut imaginer qu'ils se sont connus à l'exposition universelle. Voilà. Et donc Ernest Bugibé, on va voir, était toujours ébloui par le progrès. Oui. Bon, ce sera une partie plus loin. On va y revenir, oui, bien sûr. Écoutez, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que d'abord, je ne suis pas un spécialiste, mais quand même, je vous montre au moins un brevet qu'il a déposé en 1910 d'une de ces machines. Vous pouvez voir ici la matière première, donc le tabac. Alors, le procédé qu'il avait inventé, lui, en Ernest, ça consistait à extraire, si vous voulez, la poudre, parce qu'il y avait une poudre qui se faisait présente dans la machine et qui arrivait à sortir de la machine et qui était dans l'air ambiant. Donc il a toujours eu un souci pour ses employés, de leur santé. Donc il avait trouvé un système d'aspiration qui permettait à l'intérieur d'enlever la poussière et de pouvoir l'extraire pour avoir une ambiance plus saine pour le travail. Voilà donc un de ces brevets qui est signé, donc vous voyez, Ernest Bugibé, voilà, inventeur, en 1910, voilà. Alors, Ernest Bugibé est mort en 1915, mais bon, il a travaillé toute sa vie, il est revenu que la dernière année, 1914, je crois, à peu près. Hein oui. Voilà, donc... Bien, alors, on va... Oui, pardon. Voilà, une nouvelle étape pour l'usine, la manufacture plus exactement, qui va changer de nom. En fait, on en était à El Buen Tono, et quand vous pouvez voir, le nom s'allonge. C'est la compagnie, bueno, la compañía manufacturera de cigarros sin pegamento, sans colle. C'est véritablement, il a adopté la technologie de Goufflet, puisqu'il a acheté ces machines et le brevet. Il est le seul au Mexique à pouvoir le faire. Alors, ça va changer parce que du coup, le capital va être beaucoup plus important. Alors, peut-être... Comment on fait ça ? Oui. Alors, ici, nous avons un papier en tête de l'entreprise où vous pouvez voir Compañía Manufacturera de Cigarros de Pegamento avec le capital d'1 million de pesos. Vous avez Ernest Bugibé au centre et à l'intérieur, vous voyez, il y a une cigarière, une ouvrière qui est là sur la machine dégouflée en train de faire des cigarettes. Donc voilà, c'est le début de la montée en puissance de son entreprise. Oui. Alors, là, ce sont des informations un peu techniques, mais je trouve que c'est intéressant de voir comment ça va grandir. Donc, 1899, c'est une nouvelle structure. Avec, surtout, il fait rentrer de nouveaux individus, puisqu'il n'était que 4. Il y avait sa femme et 2 autres personnes. Là, ils sont beaucoup plus nombreux. Et le capital passe à 2,5 millions. 1904, le capital social double. On passe à 5 millions. Et en 1912, il passe à 10 millions de pesos. Je ne vous dis pas ce que ça représente à l'heure actuelle, ça serait ridicule. Il faudrait le remettre par rapport au passé et un PIB ou quelque chose comme ça. Mais je n'ai pas les données. Mais c'était assez important, conséquent. Alors ici, nous avons un exemplaire de le titre de bourse. Alors, je vous ai amené... Je vous ai amené ici un exemplaire. Alors, je vais vous faire passer pour que vous puissiez le voir comme ça tranquillement. Vous le faites passer voilà, pour y jeter un coup d'œil. C'est intéressant d'avoir un document authentique de temps en temps pour imaginer à quoi ça ressemblait. Moi, je vous avoue très sincèrement que j'en avais jamais vu. Donc, c'était un plaisir de le découvrir. Et voilà. Donc, je vous le passe. Et là, c'en est un autre. Hein, c'est le vôtre, celui-là. Alors, vous avez fait, il y a une mention manuscrite là. Alors, ça, c'est la cousine germaine de papa, donc, qui est aussi de la branche Bugibé. J'ai retrouvé ça quand je suis allée en février au Mexique. Et elle avait cette même action, mais elle, il y avait marqué, vous pouvez voir cancelada. Oui, annulé là, oui. Voilà. Cancelada.
Donc, c'était plus bon, voilà, hélas. Et alors, elle dit, alors je vais le lire sur mon ordinateur. Est-ce que je peux le lire? Esta action, moi j'arrive à lire là. Vous voyez? Alors, cette action a été annulée et, et je le garde uniquement en souvenir de l'usine de mon grand-père. Voilà. Donc c'est vraiment, ça ne sert vraiment à rien. Hein. On peut rien en faire. Hein. On ne peut pas essayer de trafiquer, ça ne marchera pas. N'écrivez pas sur la mienne, parce que moi j'espère un jour la vendre. Bien. Alors maintenant, on va aller se promener, découvrir ensemble la manufacture à partir des documents que nous avons. Et je crois qu'il est important de dire qu'il y a en particulier des albums photos d'origine que papa m'avait donnés et qui sont donc en noir et blanc, de gros albums en cuir, doré, enfin c'est assez impressionnant. Et il y a plus d'exemplaires de certains. Il y en a un à la Bibliothèque nationale à Mexico et l'autre chez Véronique Pugivet. Mais on va le partager ensemble. Juste, on va pas vous abrutir de photos, juste quelques exemples. Vous verrez, la qualité de la photo telle qu'elles apparaissent. Le photographe vous dirait sûrement un mot. Et puis, c'était donc des albums qui souvent étaient faits. Il y avait quand même une visée publicitaire quelque part pour montrer le prestige. C'était des cadeaux qu'ils faisaient aux visiteurs. Donc, il y avait quelques tirages. Ce n'était pas vendu. Voilà. Oui, c'était des vraies cartes de visite quelque part pour les investisseurs, des manufactures, enfin, dans la manufacture, car il avait toujours besoin de renouveler augmenter le capital. Et donc vous avez ici une lithographie, vous voyez que c'est une lithographie en couleur. Alors vous voyez la perspective, voilà. Ce qui est intéressant, c'est que, assez fascinant, c'est que cet espace de la manufacture des tabacs de Buen Tono, eh bien, c'est à peu près 4 stades de football. On parle de 27 000 mètres carrés. Donc, vous pouvez imaginer la taille un peu dans Mexico. On verra après une lithographie de 1890, c'est à peu près l'époque où ça a été fait. Vous allez voir l'espace que ça prend dans la ville. C'est quand même un espace immense. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que même si ça n'existe plus, on a toutes les photos. Et là, le dernier élément qui a été trouvé par Véronique il y a un mois, elle était à Mexico, elle est allée à Guadalajara chez une cousine. Oui. Eh bien, en trouvant, elle dit tiens, j'ai quelques papiers de la famille là, justement, ça m'intéresse beaucoup. Alors elle regarde, et qu'est-ce qu'elle tombe sur le plan? Elle tombe sur le plan de la manufacture. Personne n'a ce plan. Personne ne l'a jamais vu. Alors, vous allez le voir. Voilà une autre vue d'une manufacture de l'extérieur. Voilà, en perspective, c'est l'entrée principale. On vous la montrera sur le plan tout à l'heure. D'accord? Voilà. Alors, nous allons parler des photos, en particulier des albums, dont parlait Véronique, et vous allez voir quelques exemplaires. C'est vrai que moi, j'en avais mis beaucoup trop, j'avais beaucoup exagéré, et donc on va en voir quelques-unes, et ça sera suffisant. Mais après, on espère pouvoir faire une autre exposition un peu plus importante sur le côté industriel, et voilà. Donc, oui, pardon, excusez-moi. Voilà, on va diviser. On divise la présentation, enfin c'est Kirel qui va présenter, d'une part avec une sélection du personnel au travail, et d'autre part les espaces de la manufacture. Ce qui est intéressant, c'est que vous verrez la manière de présenter les personnes au travail, sont des ouvriers. Les lieux de travail, c'est toujours, je le dis tout de suite, je ne le dirai pas après, c'est toujours très propre. Il y a l'électricité, c'est haut plafond, c'est tout sauf Zola. Vous avez tous des souvenirs de la représentation de Zola, Les Malheureux. Là, c'est impeccable, vous allez voir.
une grande harmonie. Ceci étant, l'arrière-grand-père prenait les ouvriers qui avaient été, comment est-ce qu'on dirait, congédiés du travail parce qu'ils réclamaient des hausses de salaire et plus personne ne voulait les prendre. Lui, il les prenait parce qu'il disait, moi, il était très pro, c'était il était très catholique et en même temps capital social. Donc il voulait que les gens produisent dans de bonnes conditions, soient à l'aise, et donc je pense que ça devait produire plus. Hein. Derrière, il y avait certainement cette idée. Oui. Alors, ici vous avez une photo, c'est une vue stéréoscopique, donc c'est ce genre de vue qu'on pouvait voir avec une sorte d'appareil, on mettait, c'est presque la même photo, mais quand on les mettait en même temps, proche avec une petite lunette, on pouvait voir en même temps, on pouvait voir un peu en relief. C'était ça l'intérêt. C'est un document assez intéressant où on voit donc des femmes qui sont au travail dans l'atelier. Là, ça doit être l'intérieur. Oui, la mise en paquet, en paquetage des cigarettes. Voilà. Alors c'est une réflexion intéressante sur comment on appelle ça, le rôle des femmes dans cette manufacture. Bon, il y a aussi des hommes, mais bon, chacun avait différents postes. Mais c'est vrai que ces femmes à cette époque-là avaient la particularité d'avoir une vie quand même un peu différente de celles qui, en général au Mexique, pour cette époque, ne travaillaient pas et donc restaient au domicile. Donc d'un certain côté, elles étaient enviées parce qu'elles avaient une liberté. D'un autre, elles étaient quand même aussi dans un environnement très, très industrialisé. Donc il y a une double, il y a plusieurs facettes. C'est intéressant, c'est un sujet en soi qui a été pas mal étudié au Mexique d'ailleurs. Puisqu'il y a des études importantes qui ont été faites sur la famille Pugilet et l'industrialisation, etc., qui travaillent sur ces choses-là. Bon, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas des informations, parce que la famille les a, mais bon, ça se complète. Voilà. Donc ici, vous avez une autre vue de l'intérieur. C'est ça qui est intéressant dans ces photos, c'est qu'on peut visiter toute la fabrique, qui est immense, avec tous les ateliers. Ici, c'est l'atelier des machines à tuber découflées, sans colle. Voilà. Donc, donc les machines. Vous voyez un peu l'espace. Donc ça, c'est un des espaces. Voilà. Ici, vous avez l'atelier des tourneurs. Alors là, il y a plus d'hommes. Voilà. Vous observez qu'on est en 1894-15. Bon, vous voyez, il y a déjà de l'électricité. Bon, au Mexique, c'était pas tout le monde qui avait ça encore. C'est un signe d'extrême modernité. Ici, vous avez l'atelier de lithographie, parce qu'évidemment, ils avaient tout dans cette manufacture, depuis l'arrivée de matières premières jusqu'au produit fini. Eh bien, tout était absolument fait des principes à fin. Non, perfecto. Ici, vous avez les bureaux. Alors, vous pouvez observer le mobilier. Ce qui est intéressant, c'est que, on ne voit pas, on voit qu'une personne au fond, donc ça a été fait je pense pour qu'on puisse voir effectivement l'espace. Si il y a des gens, là on imagine bien un peu ce premier bureau. On verra sur le plan tout à l'heure où ça se trouvait. Alors, là ici, nous avons l'entrée de la manufacture des tabacs, et vous avez ici le directeur, les gérants et quelques employés. Alors, on ne le connaît pas encore très bien, mais comme on va le voir souvent, les photos que l'on a de lui, les seules, il a déjà un certain âge, des cheveux blancs, et il est toujours impeccable. C'est pas, quand il est parti Moussaillon, je ne pense pas que c'était son profil, on va dire. Donc c'est lui au milieu. En plus, il occupe la position stratégique. C'est le président, le directeur. Il a des associés, certes, mais voilà. Et vous remarquerez aussi dans les différentes photos, il est toujours le plus petit. Ça, j'ai hérité. Le reste, non. Ça, oui. Alors, vous voyez sur ces photos, la volonté de montrer le statut. Alors là, vous êtes à gauche dans l'entrepôt des tabacs.
C'était la pièce la plus grande de la manufacture. Là, on n'apprécie pas du tout, mais sur le plan, vous verrez, c'est immense. Ici, à droite, vous avez la salle des brassages et des presses. Voilà. Ça donne une idée. Ensuite, vous avez ici, c'est juste un exemple, il y a beaucoup plus, mais bon, on ne peut pas tout montrer. Oui, alors vous observez les colonnes, oui, ils sont magnifiques ces colonnes. On coïncide là-dessus, très jolies colonnes. C'est vrai que sur beaucoup de photos, on les voit et ça donne une allure, voilà. Là, on les voit encore. On voit bien, ça donne une belle perspective. On est vraiment dans l'ère industrielle et il n'y a plus rien de tout ça. On reparlera de l'architecte, Miguel Ángel de Quevedo, qui a joué un rôle très important pour la famille. Il a construit énormément de choses. C'est quelqu'un qui est venu en France, qui a étudié à Bordeaux, il me semble. Il était important pour la ville de Mexico. Il a créé énormément d'espaces verts. C'était quelqu'un de vraiment apprécié, très apprécié, et c'était son ami. Donc il va. Alors ici nous sommes à l'extérieur de la manufacture. Vous avez à gauche l'embarquement, un chargement de cigarettes pour les livraisons. Voilà. Alors vous avez des charrettes avec des chevaux. Et à droite, en haut, il y a aussi des calèches avec des chevaux. Et en bas, les voitures, parce que bon, ça évolue. Après, au moment, il y a aussi les véhicules. Et donc, ça nous donne une idée de la continuité. Voilà. Alors, ici, vous avez aussi l'importance de la manufacture qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui la visitent, des personnes du gouvernement, mais aussi des délégations étrangères. Ici, vous avez les marins japonais, en 1914, qui visitent. Et à droite, vous avez le petit déjeuner au Buen Tono. Voilà, c'est classique au Mexique d'inviter. On se fait des rendez-vous petit déjeuner. Même les gens normaux, on fait des petits déjeuners, un desayuno. Voilà. Voilà. Ensuite, vous avez, voilà. Alors là, c'est la visite du ministre plénipotentiaire de première classe à Mexico, Monsieur Chilo Dumaine. Alors, c'est un signe de reconnaissance déjà voilà, cette visite. Mais, enfin, je crois que ce qu'il faut dire, c'est qu'on a toutes ces visites, c'était pas le temps pour prendre le petit déjeuner, c'est qu'elle était considérée comme une usine modèle pour la manière dont la production, la mécanisation, l'industrialisation et la manière de traiter le personnel. Donc je crois que ça on peut le mettre en valeur, on ne peut pas le lui ôter, on va dire. Et donc ça montre le lien dans les relations franco-mexicaines. Le fait que ce ministre aille visiter cet endroit et pas un autre endroit. Parce qu'il y avait des Français, on pourra en parler à la fin, il y avait des Français aussi installés au Mexique qui avaient réussi. Mais ils étaient d'un autre endroit de France, ce qu'on appelle les Barcelonettes. Lui, il était seul à bord. Voilà. Ouais. Oui, c'est vrai qu'on a souvent confondu dans le groupe des Barcelonettes et jamais fait le rapprochement, le détail. Alors, lors d'une visite en 1890, eh bien, il y avait un repas, cette fois-ci pas un petit déjeuner, un vrai repas. Alors voilà, Colbert à la Verpré, croustade de Strasbourg mousseline, poisson à la bordelaise, noix de veau à la duchesse, chartreuse de perdreau. Bon, pour le Mexique, ça c'est très exotique. Asperges hollandaises, aspic de saumon Bellevue, voilà, sorbet au kirsch, alors des nains truffés aussi, salade de saison. Bon, le 22 avril 1890, ben voilà, c'est bientôt l'anniversaire. Avec une sélection de vins assez intéressante, du Jerez Seco, Château Léoville, Rockheimer, Chambertin, Château Lafite, Veuve Clicquot, Moscatel. Veuve Clicquot sec, pardon. Voilà. Bon, et alors, voilà, le clou. Eh oui. Voilà. Alors bon, la photo qu'on a vue, la lithographie, voilà l'entrée. Voilà. Donc, je vous laisse imaginer, voilà là où on rangeait le tabac. D'accord. Des jardins à l'intérieur. Voilà. Donc, on peut imaginer la taille de l'édifice grâce à ce plan qui est récemment... ça, c'est vraiment... C'est assez extraordinaire. Bon, on a réussi à faire, parce que c'était sur une grande table. Véronique a essayé de prendre la photo comme ça, par petits bouts. On a essayé de coller les morceaux. Bon, c'est pas exactement ça. Mais on voit ici, vous voyez, la rue Ernest Pugibé, aujourd'hui encore.
On le verra après. On le verra après. La rue du Boiteau, je monte juste comme ça. On y reviendra, effectivement. Voilà donc le plan de cette manufacture de tabac avec tous les ateliers qui sont ici représentés, qui permettront un jour de faire un travail un peu plus poussé avec les photos de Véronique et ce plan qui permettra d'évoluer à l'intérieur d'une manière virtuelle. Alors, avant la transition suivante, un petit récapitulatif pour se demander comment expliquer le succès de ce petit garçon, ce moussaillon de 14 ans. Alors, une fois au Mexique, Cuba, ça lui a permis d'apprendre le métier, d'affronter des gens comme lui, et avec qui ça s'est bien passé et mal passé. Il y avait un petit peu de tout. Ce qui lui a permis de réussir, c'est le capital de son épouse, mon arrière-grand-mère. C'était pas des fortunes, mais enfin ça a aidé, hein, ça c'est évident. Aussi, je crois, c'était un visionnaire, donc qui a eu une dose de... Il osait faire des choses, il avait du courage, la ténacité. Enfin, et surtout, moi je crois que ça c'est très important, il avait le sens des relations politiques et sociales. Et des affaires, bien évidemment. Et dans le conseil d'administration, il y avait le fils du général, qui est on dit aussi le dictateur, hein, ça dépend du regard des individus. Alors, ça pouvait aider. C'est une époque où tout ce qui est français était bienvenu, admiré. Donc on le retrouve dans l'architecture, la peinture, la mode de l'époque, les objets, etc. Donc, il tombait pile poil. Il n'y avait pas mieux. Il était français. En plus, donc, à cette époque, les politiciens appuyaient le progrès. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Donc, il était apprécié de ce point de vue. Le dictateur, oui, le général Diaz, a dirigé le pays vous allez voir, quand même assez longtemps, 1876 à 1915. Ça fait, oui, bien 30 ans. Et ça a permis, donc, à l'arrière-grand-père d'asseoir ses bases, on va dire. Et je crois que j'ai un dernier point. Bien. Donc, on va passer maintenant à la diapositive suivante. Oui. Une autre lithographie. Voilà. Oui, alors là, on est la modernité, parce que sous ce dictateur, il faut rappeler par exemple, quand il a commencé son mandat, à l'époque il avait été élu, il y avait 638 kilomètres de voies ferrées. Allez, 1000, on va dire, mais c'est 638. Et à la fin de son mandat, mandat entre guillemets, là, c'est pour le coup, il y avait 19 280. On passe de 1000 à 20 000 quasiment. Il y a une véritable industrialisation avec tout ce que ça suppose pour les circulations des marchandises, des individus, les échanges avec les États-Unis, les ports, etc. Il y a eu aussi de grands progrès pour l'électrification. Tout ça, c'est important parce qu'on a l'image d'un pays sous-développé, le Mexique. Mais il y avait toute une époque où il y a eu un grand effort d'industrialisation. Il a acheté la licence de Coufflet, ça c'est comme on l'a signalé, c'est ce qui était important pour l'avancée et la réussite de son projet. Et il a non seulement fabriqué des cigares, ça existait déjà, mais il a développé la cigarette. Ça a été l'essor de la cigarette. Et à l'époque, c'était intéressant. Alors, sur cette diapositive, vous pouvez voir qu'il était épris de modernité et il était à l'avant-garde du progrès, véritablement. Alors on peut observer, oui, quelle est. Eh bien non, vous voyez ici un modèle de véhicule très ancien. Ici on représente un train, pourquoi? Parce que il était impliqué dans le tramway à Mexico, puisqu'il était ami, avec l'ingénieur qui a développé le tramway à Mexico, qui est d'ailleurs représenté dans les... ça j'anticipe un peu, mais bon, je n'en parle pas, vous en parlez tout de suite. Donc voilà, il y a une sorte de tricycle.
vous avez ici, il me semble que c'est une caméra. Alors là, j'ai une question, là, j'ai un doute. Au milieu, là. Oui. C'est une caméra, hein. C'est un projecteur. Ah, c'est un projecteur, voilà. Donc, Ernest Pujibé n'a eu de cesse que d'amener au Mexique un certain nombre d'appareils qui étaient donc mis au jour en Europe, et il les apportait, et c'était lui qui les introduisait pour la première fois au Mexique. Alors, c'est ça qui est intéressant, c'est son rôle justement dans la modernisation du Mexique, et aussi, d'une certaine manière, l'accès qu'il a rendu possible à la population. Parce qu'on verra, il s'est impliqué dans le cinéma, dans la radio, après, plus tard, bon ça c'était après sa mort, mais lui, il a organisé des projections du premier cinéma, et on va voir ça tout de suite. Alors là, c'est un sous-marin, alors là par contre, je ne connais pas encore cette partie-là. Voilà. Non mais c'est plutôt le symbole de tout ce que ça signifiait, c'est qu'il avait repéré, il avait compris que c'était l'avenir. Et voilà, il le représente. Et au dos, c'est une carte de vœux de la part du personnel du Wenton. Enfin, voilà. Alors. Donc effectivement, plein de fois en l'avenir, Ernest Pujibé fait venir le premier avion Blériot qui va voler au Mexique. Il emporte ça dans un bateau. Voilà, vous l'avez ici à Mexico, dans son hangar, avec le Blériot qui va voler au Mexique. Alors là, imaginez les Mexicains qui regardent l'avion voler, c'était quelque chose d'extraordinaire, et c'est vraiment son goût pour la modernité qui fait que il va s'en servir aussi un petit peu pour la publicité, on va le voir après, puisque c'est lui qui a introduit aussi les premiers ballons, comment on appelle ça, aérostatiques. Je ne sais jamais, le Zeppelin, qu'est-ce que c'était le Zeppelin? C'est un peu la même chose. Pardon? Ah, c'est plutôt ça, c'est des dirigeables, ouais. Là, c'est des ballons qui... Vous avez le Palais des Beaux-Arts, Mexico, qui est en construction, là, et vous voyez... donc, ici, on dirait qu'il y a un personnage. En fait, ce n'est pas un vrai personnage, mais c'est pour montrer, voilà, la publicité à travers ce genre de procédé qui était tout à fait révolutionnaire pour l'époque. Alors... Ernest Pujibé ne s'est pas limité à la manufacture de tabac. Il a aussi repris en 1895 la manufacture de tissus de laine de San Ildefonso au nord de Mexico, dans l'état du Mexique, près de Tlalnepantla de Vaz, Azcapotzalco, par ceux qui connaissent, c'est un peu loin. Et donc c'est vrai que c'est une manufacture qu'il reprend avec l'architecte qui a construit sa manufacture, il va la moderniser. Il y a un train qui est créé pour apporter la laine. C'est la révolution textile, c'est le cœur c'est le Manchester du Mexique. Tout autour, il y en a d'autres. Évidemment, il y a beaucoup de Français qui sont impliqués là-dedans. Une partie de l'énergie qu'il va produire pour la fabrique, eh bien, cette énergie, il en a assez pour illuminer une partie de la ville de Mexico. Donc, faut imaginer quand même l'importance de cet endroit. Je ne vais pas développer énormément là-dessus, mais bon, vous pouvez dire pas mal de choses. Voilà. Production textile. Alors là, je me permets de vous passer un deuxième document. Voilà. Il s'agit d'un billet de banque, 1908, qui est, vous avez ici, là, qui est signé par Ernest Pujibé, conseiller. Alors, vous comprendrez que sa compétence en affaires financières, ici, lui conféra une autorité telle que, il était dans les petits papiers de la Banque du Mexique. Laquelle banque a été fondée par des Français, par Jacques Culpe et Eduardo Noeslin, qui étaient les personnes qui ont fondé la banque en Égypte et aussi la banque en Russie. Première banque. Donc voilà, ce sont des financiers qui sont impliqués dans la banque des Pays-Bas et de Paris. Donc, les ancêtres de la BNP. Et lui, il dirigeait en même temps à Paris le comité de la direction de la Banque nationale du Mexique.
Et il est devenu en très peu de temps un référent transatlantique incontournable dans l'économie, la finance et l'entreprise. Et son rôle avec la France et le Mexique est d'autant plus important de cette perspective. Bon, on en reparlera peut-être un petit peu. Bah, on va avancer. Oui, bien sûr. Parce qu'il était investi dans d'autres sociétés, la bière, enfin tous les vices. Oui, j'ai oublié complètement de parler de la bière Moctezuma On de la verra Veracruz. après dans les... Mais c'est vrai qu'il a fondé aussi, enfin il a été dans la reprise de cette grande firme de bière, oui, effectivement. Alors, ça c'est un autre aspect qui est passionnant. Moi c'est celui qui m'intéresse finalement le plus parce que le reste c'est complètement disparu. Mais là il y a des traces palpables. C'est qu'il a eu un éclat, il a découvert que la publicité, ça allait faire parler de lui. Alors il va développer la publicité sous toutes ses formes possibles et inimaginables. On va passer assez vite parce que l'heure a tourné. Hein. Et Kirek va nous présenter un premier aspect de cette force de frappe publicitaire. Oui. Ici, nous avons, c'est une vue de la boîte, hein, on ne voit pas ce que c'est, mais on voit à peu près de quoi il s'agit. C'est un GD-scope. Voici un objet qui permet c'est une sorte de mini-cinéma à domicile pour l'époque. C'était assez rare pour l'époque, justement. Et ce modèle, c'est comme une sorte de visionneuse. Ça a été fabriqué à Paris par la marque Gaumont. Ça a été mis au point par une personne qui s'appelle Georges Dreyfus, qui met le brevet donc en avril 1913 à Paris. C'était donc un objet qui permettait de visionner des images. Alors, ce qui est intéressant sur cette image, je me permets juste de faire l'analyse un petit peu. Vous voyez la manière dont est vécu ce personnage féminin avec son enfant, déguisé un petit peu en marin, enfin déguisé vêtu en marin. Alors, c'est lui qui nous regarde, tandis qu'elle regarde à travers l'appareil. Et qu'est-ce qu'elle regarde? Une photo d'un paquebot transatlantique. Alors là, il y a une sorte de mise en abîme intéressante sur qu'est-ce que ça évoque, la relation du Brettonneau avec l'Europe, la possibilité des voyages. Voilà. Alors évidemment, il faut réfléchir un peu à la classe à laquelle ça se dirige, parce que tout le monde ne pourrait pas voyager. C'est comme aujourd'hui l'avion, grosso modo, je pense. Tout le monde ne peut pas voyager en avion au Mexique, mais bon, ceux qui en avaient la possibilité, c'était l'opportunité d'une ouverture, et c'est l'ouverture du Mexique vers l'Europe, vers la France, qui est ici suggérée, parce que la compagnie Transatlantique est aussi impliquée. Et on est toujours dans l'échange franco-mexicain qu'on a annoncé au départ, et qui est un petit peu le fil conducteur de notre rencontre. Oui. Invitation au voyage, pardon. Non, la suivante. Oui, la suivante. Voilà. Alors vous avez ici une petite sélection d'objets. J'en avais beaucoup, j'en ai trouvé beaucoup. Là c'est un miroir. Ici vous avez une boîte. Ici vous avez un cendrier. Alors c'est intéressant parce que ce cendrier, c'est la même personne qui a fait à Paris le gydescope. C'est aussi lui qui fait ce petit cendrier. Ici vous avez une boîte, alors soit un parfum, soit, bon, j'ai pas toujours, Brettonneau, bon. Ici, vous avez une assiette, alors s'il vous plaît, est-ce que c'est votre assiette? C'est mon assiette. Alors ça c'est aussi un héritage une grand-tante. Elle m'a dit, puisque tu t'intéresses à la famille, voilà. Alors en fait, elle est assez belle, c'est vrai, au niveau de la fabrication. Au milieu, on a le fameux dictateur, hein, le général Diaz. Et oui, alors c'est pour ça que... Mais voilà, c'est lui qui est enterré à Paris, à Montparnasse. Et il y a donc le général Porfirio Diaz, et c'est El Buen Tono qui lui offre. Parce qu'il y avait eu le centenaire, il y avait eu 1910, je crois plutôt, où il y avait la célébration du bicentenaire de l'indépendance, du centenaire de l'indépendance, pardon. 1810, le Mexique devient indépendant de l'Espagne. Donc un siècle plus tard, on le célèbre, et c'est l'arrière-grand-père qui fait fabriquer des objets à l'effigie du général. Voilà. Des médailles, pareil. Le
président Porfirio Díaz, héros de la paz, héros de la paix. Bon, alors ça fait, s'il y avait des Mexicains, ils diraient un petit peu, peut-être qu'il faut nuancer, parce que bon, il y avait quand même des répressions un peu fortes. Mais bon, l'histoire. Ici, vous avez aussi El Buen Tono qui offre donc pour la célébration du centenaire de l'indépendance 1810-1910 à Mexico. Encore une médaille commémorative avec l'ange de l'indépendance. Alors ici, bon, il y a une partie de ça qui est développée dans l'exposition. Donc, ce sont des chromos collectionnables qui étaient mises dans les paquets de cigarettes pour à collectionner. C'est-à-dire que ce sont des actrices, ce sont des danseuses, ce sont des... De variété. Hein. Voilà. Opéra, des plus grands, voilà. Donc, effectivement, c'est un peu une technique. Hein. On pourrait développer ça, et c'est très intéressant, ce côté, la publicité, c'est quand même quelque chose qu'ils ont énormément approfondi hein, chez Le Buen Tono et dans d'autres firmes. Je ne vais pas m'apesantir, mais comment c'est une partie très intéressante, l'étude de la publicité du Buen Tono en particulier, pour comprendre un peu l'impact. Oui, et surtout, vous voyez comment dans les lessives, on peut gagner un prix, dans les collections, les enfants, ils achètent du chocolat, il y a un prix. C'est ça qui attire aussi. Donc pour compléter une collection, alors on va fumer, hein, on a intérêt à fumer, etc. Donc ça, c'est le sens de la publicité, je trouve qu'il est assez fort. Une réflexion sur le rôle de la femme, la place de la femme dans la société. Est-ce qu'elle pouvait fumer ou pas fumer à l'époque? Dans un côté, oui. D'autre côté, dans les manuels, c'était pas bien vu. Il y a toute une réflexion sur les codes hein, dans la société entre le 19e et 20e siècle par rapport à cette question de l'usage du tabac, qui a été déjà étudiée, mais qui mérite aussi de s'intéresser. Voilà. Alors, c'est la dernière partie sur cette première rubrique de la publicité. Donc, ils sont dos à dos. Hein, ce sont des affiches cette fois. Et moi, j'ai appelé ça donc, le retour aux sources. C'est-à-dire que, venant de la part d'un Européen qui a débarqué et des dessinateurs qui travaillent chez lui, il a fait appel aux pays, aux nationaux, on va les appeler comme ça, hein, aux premiers peuples. Maintenant, on les appelle au Mexique les peuples autochtones. Voilà. Donc, on a un Maya et un pseudo-Maya sur la gauche. En fait, il est Guatoton. Il est Tonalteca. Bon. Mais là, on a les hiéroglyphes, on a le profil Maya. Donc, c'est une représentation assez fidèle de ce qu'ils sont. Alors maintenant, je crois qu'on va passer à une autre... Ah, voilà. Simplement, on va passer à une transition pour aborder une grande spécificité aussi. Il a fait appel à un graveur. Au Mexique, la gravure était très, très en pointe. Donc il y a un graveur qui s'appelle Posada, qui est connu parce qu'il gravait, entre autres, des morts, des squelettes. Des squelettes et des têtes de mort. C'est qu'au Mexique, le rapport à la mort est assez différent d'ici. Donc, ça l'a beaucoup influencé, ce Urrutia. Et aussi un petit peu les images d'Épinal, on verra. C'est un mélange des deux. Alors, dans l'usine, la manufacture, là où il y a la flèche orange, ce sont les ateliers de lithographie. Il y avait un espace complet réservé à ça. Alors, on va voir, je crois qu'il doit y avoir 3 diapositives, ne vous en faites pas. Donc, quelle était l'utilité de cette planche dessinée par rapport à la publicité? C'est évident, vous allez voir. Il y a toujours une mésaventure, une situation, on va dire, tragique, et qui, comme dans les contes de fées, va être résolue grâce aux cigarettes du Buen Tono. Donc là, il y a un individu louche, à droite, qui bien évidemment va dégainer un couteau, un sabre énorme, hein, proportionnellement à la vignette, et donc il veut le tuer. Et lui, il lui dit, je vous offre une cigarette, je ne sais plus laquelle. Oh, il trouve ça délicieux,
il savoure cette cigarette, et encore, et encore. Et il a complètement oublié qu'il était en train d'attaquer un individu. Et donc, ils arrivent finalement au quai, et là, il se fait arrêter grâce aux cigarettes Cholitos. Et ainsi de suite. Alors, dans celle-ci, elle est très savoureuse à mon goût, parce qu'on les collectionnait, c'était une fois par semaine, dans un journal. Là, cette jeune fille était très sollicitée par les jeunes gens à la manufacture. Alors, mais elle n'a Dieu que pour celui-ci, celui du milieu. Et elle est sur sa petite machine et elle se dit qu'elle allait rester, avec l'expression de tout à l'heure, vestige santos. Elle allait devenir vieille fille, parce que lui, il n'avait pas d'argent. Toujours le problème. Alors, un jour arrive une femme, c'était une reine, elle venait de perdre son mari, et la jeune fille se dit, je vais parler à la reine de mon malheur. Elle réussit à s'introduire auprès de la reine en lui fournissant des cigarettes de Wellington, bien évidemment. Et elle lui raconte cette histoire. La femme, éplorée pour elle, va l'aider, va appuyer le mariage, va lui donner de l'argent, et au moment de signer l'acte de mariage, elle va la rendre héritière à sa mort de tout son capital qui était assez colossal, je crois que c'est 30 millions de pesos ou quelque chose comme ça. Bien, alors ce sont des noces heureuses, bien évidemment, et toujours grâce aux cigarettes du Wellington. Comme vous pouvez voir en bas, on a une publicité au passage pour la Moctezuma, qui est une bière, c'est-à-dire qu'il en profitait à l'intérieur pour les cigarettes, en bas pour la bière. Et en plus, il rappelle que ce sont les fournisseurs de la Maison Royale d'Espagne. Alors il fait d'une pierre trois coups, là. Et j'ai oublié l'entreprise de dynamite et des explosifs. Ouais. Bon. Alors là il y a, et puis à chaque fois dans ces planches, il y a de l'humour aussi. Donc là, c'est un monsieur qui est aux abois, il n'a pas de travail, alors il va en quémander, finalement, là on lui en accorde. Il dit qu'il sait conduire, il ne sait absolument pas conduire. Bref, il conduit la voiture, il heurte un âne, une mule, et il va le baigne, et finalement il va s'en sortir parce que grâce aux cigarettes qu'il venait de prendre, puisque tout semblait aller bien, il va naviguer sur les volutes, sur les nuages provoqués par les cigarettes. Et donc c'est grâce à ça, tout le monde admire, et c'est grâce à ces cigarettes, une fois de plus, qu'il va s'en sortir. Alors là, celle-ci est intéressante, c'est parce qu'on a une idéologie derrière. C'est un Américain qui aide les gens. On ne sait pas trop s'il est avocat ou pas, mais il a peur d'attraper aussi des maladies. Parce que là, il y a une espèce d'idée que les microbes peuvent arriver, transmettre des maladies. C'est très le côté américain. Dès qu'ils arrivent au Mexique, ils ont peur qu'il leur arrive quelque chose. Et il rencontre, cet Américain, un monsieur, et si vous observez, c'est Ernest Pugilet, avec sa cigarette, le costume. Et celui-ci éclate de rire quand l'Américain lui dit qu'il va attraper des maladies, que c'est pour ça qu'il est préoccupé. Ha ha ha, cigarette. Et il lui dit, mon vieux, goûte ces cigarettes, tu verras, tout ira bien. Et effectivement, tout va bien pour les deux, grâce une fois de plus aux cigarettes. Donc, et voilà, pour terminer cette série, il y avait aussi toutes les semaines un héros qui s'appelait Les Aventures Merveilleuses de Ranilla. Alors au-dessus, on vous dit le capital, là on a atteint les 10 millions, et il lui arrive des mésaventures, donc ça pour les enfants c'était super. Et à la fin, il avait un rendez-vous, il avait fait la fête, voilà. Et puis il se réveille le matin, il dit, oh mon Dieu, que s'est-il passé? Alors il saute par le balcon, il arrive, mais il y a des encombrements partout dans la ville. À Mexico, à l'époque, ça m'étonne, mais bon. Voilà, il arrive. Et soudain, donc pour réfléchir, il allume une cigarette, et grâce à la cigarette, il s'envole. Il passe au-dessus du trafic, de la circulation, et il va arriver à l'heure. Et alors, ici, c'est là, quand ça existait en couleur. Donc ça, c'était, moi je dois, elles sont assez belles, on voit bien le... Et là, il annonce qu'il a eu des médailles d'or
à Buffalo, au Guatemala, à Paris, etc. Encore une histoire, mais cette fois, c'est vraiment dans l'esprit mexicain. Vous voyez, ce sont les squelettes qui vivent avec les morts. En fait, il y avait un esprit qui rôdait. Les gens étaient paniqués. Et il y a un monsieur un peu plus courageux qui y va, qui rencontre effectivement un squelette. Lequel squelette lui explique qu'il y a des morts qui sont venus le voir et qui ont la nostalgie des cigarettes du Brenton. S'il veut lui en refiler. Et voilà. Bon, alors ça, ben, voilà. Donc c'est avec des gens, quand il y a des rencontres avec des individus connus, on peut parfaitement, voilà, la visite, et voilà la caricature de aujourd'hui. Oui, Diego de Landa, Guillermo de Landa, c'était le gouverneur de Mexico, le maire, pardon. Et il est représenté avec d'autres. Bon, alors ça, on va passer vite peut-être. On va passer vite, voilà. Ça, c'est dans les années 20. Monsieur Pujibé est déjà décédé, mais la compagnie continue. Ça va durer 80 ans à peu près en tout. Hein. Et là, il y a des stands publicitaires de la radio à gauche. À droite, vous avez un spectaculaire, une structure énorme de publicité dans la rue du Buen Tono, etc. Une publicité au milieu, une affiche assez intéressante. Enfin, il y a un style, je crois que ça s'appelle le stridentisme. Alors, je ne m'y connais pas bien et j'ai lu quelques articles là-dessus. C'est peut-être de cette année-là. Enfin, et là, on passe à une autre partie qui est celle de la reconnaissance. C'est le mot qu'on ait trouvé, c'est-à-dire il a laissé des traces, on va dire, hein, parce que tout ça c'est fini, hein, il a tout perdu bien évidemment, il y a eu la révolution mexicaine au passage, personne de la famille n'a repris les affaires, donc tout est fini, hein. Je ne vais pas vous distribuer des cigarettes à la sortie, oui, c'est... Voilà, alors ils lui ont dressé une statue, qui est pas mal, mais là en février je suis allée, elle est toute sale, c'est horrible. Voilà, alors c'est juste à l'emplacement à peu près de là où se trouvait la manufacture. Ben, on va le voir donc hier, voilà. Donc c'est direct. Alors vous avez là juste simplement une lithographie hein, de la vue panoramique de la ville de Mexico. Donc vous voyez un peu l'étendue de la ville. Ici, bon, c'est l'église à laquelle il s'est marié, voilà. Ça, c'est là où il habitait, numéro 12 de la rue San Felipe Neri, qui est aujourd'hui República El Salvador, ça a changé de nom. Et ici, vous avez en orange, si vous arrivez à voir, l'espace qui était dédié à la manufacture de Buen Tono. Voilà, ça donne une idée quand même. Ici, c'est la cathédrale de Mexico. Attendez, je dis des bêtises. C'est ça, oui, c'est ça. La place du taureau. Ah, la place des taureaux, ça a disparu, évidemment. Hein, voilà. Donc, et ce qu'on appelle donc en France souvent un pâté de maison, c'est, je sais pas, il y a 10 immeubles et puis comme ça. oui. Et là-bas, c'est à l'américaine, hein, c'est des carrés, c'est énorme. Le plan réticulaire, ouais, orthogonal de toute l'Amérique latine, oui, et du Nord aussi. Alors ça, c'est à l'heure actuelle. Donc, il a laissé parmi la reconnaissance, entre guillemets, hein, ça fait prétentieux, mais je le dis, de distancier. Donc, le nom de à sa rue, il y a une rue à son nom, pardon, avec l'angle Buen Tono, où c'était l'usine, véritablement, la manufacture. Alors ça, c'est une époque plus ancienne. Ils ont changé le type de panneau. Voilà. Et celui-là aussi, c'est encore plus ancien. Ouais. Alors là, on se rend compte véritablement donc l'emplacement de la manufacture. Ça, c'est quand vous savez, quand dans la rue, vous avez un panneau indicateur, vous êtes ici. Et donc ça correspond à tout cela. Et maintenant, il y a un marché, ça s'appelle le marché Pujibé. Et c'est un bon marché, c'est plein d'épices, d'objets rares, des morceaux de crocodile, de scorpions, c'est pas mal. Et au même moment, il y a des échoppes, donc le consultorio dental, et je trouve ça très drôle parce que mon papa était chirurgien dentiste. Voilà. Alors ça le mettait en colère quand je lui montrais. Voilà. Alors parmi les reconnaissances, on va être bref. Hein, parce oui, que, très bref. Il était présent à l'exposition universelle. Donc le pavillon du Mexique que vous voyez en bas à droite,
était situé près du pont de l'Alma là, en 1900. Il a remporté plus d'une médaille, donc on l'a vu tout au long de cette présentation. Il y a eu un petit article qui était paru dans La Justice du 22 octobre, où il y avait une note sur la visite du président français Émile Loubet au pavillon du Mexique, et on disait que le président de la République qui avait visité le pavillon était arrivé à 9h moins le quart, accompagné de M. Mitterrand et tout un tas de personnalités, et que, on ne verra pas sur la photo, mais la France était donc en lien avec le Mexique, et ça avait suscité une très grande attention, puisqu'il avait ramené une machine découflée, il avait ramené 3 cigarières qui faisaient des cigarettes dans le pavillon du Mexique. Alors c'était intéressant. Voilà. Le président avait souligné et salué sa démarche. Voilà. Je reviens un peu plus sur cette image. Alors ici, c'est intéressant, j'ai tenu à maintenir cette photo-là parce que c'est la partie de la famille mexicaine, c'est la famille de Portilla, c'est le côté mexicain donc de Ernest avec son épouse, et là c'est toute la famille. Voilà. Alors j'ai trouvé intéressant voilà l'image en elle-même pour son côté, la valeur du document. Les visages un peu. Voilà. Il est là, le papa de Jojo. Oui, c'est ça, Ernest. Oui. Et je pense que ça, c'est son frère, Jean. Mais... Alors, ensuite, on va passer à une autre étape, et on arrivera à l'Okireg, ne vous en faites pas, je vais passer assez vite. Donc, c'est ce qu'on va appeler l'engagement social. Il est philanthrope, ça c'est sûr. Vous allez voir pourquoi. Donc, il a construit une église, on va voir quelques clichés, du buen tono, donc la mascota, des bâtiments pour loger les ouvriers, les travailleurs, on va dire, l'escuela, une école commerciale, et il s'est intéressé aux loisirs du personnel. Alors, voilà l'église du buen tono, qui a été donc, elle s'appelle du buen tono, où en fait c'est Nuestra Señora de Guadalupe qui est la patronne du Mexique et des Amériques, c'est l'impératrice. Si vous ne vous la représentez pas, vous allez à Roscoff, c'est pas loin, et bien dans la petite chapelle, il y a une petite chapelle sur la droite, vous avez une représentation, parce que vraiment je crois que les marins étaient frappés de voir cette représentation. Donc elle s'appelait Guadalupe, l'arrière-grand-mère. Donc elle est doublement dédiée au Mexique et à sa femme. Et l'arrière-grand-père voulait faire un cinéma à cet endroit. Où, oui, effectivement, comme ça avait été une ancienne chapelle, ça ne plaisait pas du tout aux gens. Donc il a dû faire une église. Bon, et c'est toujours... Miguel Ángel de Quevedo, l'architecte de la manufacture, l'architecte de... Beaucoup de choses. L'entreprise textile, etc. Oui, qui accompagne tout au long. Donc c'est le 12-12-12. Hein, vous avez vu 12-12-12. Symboliquement, c'est pas mal. Alors, là, 2 mots. Oui, c'est une vue frontale de l'église. Donc ici, vous avez sur le portail d'entrée, vous avez une sorte de... Cette pièce a été fabriquée donc en France, elle fait venir par bateau. Je ne sais pas comment appeler ça, un oculus, comment... Rosace, oui. Dans un modèle un peu... Voilà, vous avez une vue de l'intérieur, on voit les rosaces à l'intérieur. Voilà, effectivement, Ernest avait voulu faire un théâtre pour les loisirs, parce qu'il se souciait beaucoup des loisirs, du cinéma, etc. Et puis c'est vrai que sa femme avait insisté pour que ce serait mieux de faire une église. Voilà, donc ça s'est transformé en église. Voilà. Alors maintenant, les logements. Donc il fait construire, ce serait mieux dit, des logements pour les employés. Alors pour les cadres, mais avec 3 niveaux, on va dire à peu près, la mascota, qui est devenue un patrimoine classé de la ville de Mexico. À un moment donné, c'était plutôt mal famé, il y avait des loyers gelés, et du coup, c'était pas du tout entretenu, et tout le quartier n'était pas terrible. Et maintenant, je trouve que c'est pas mal. Et l'intérêt, vous pouvez voir qu'il y a l'extérieur, on le voit particulièrement à gauche, où il y avait une entrée directe. Sinon, par la porte, sur les côtés, on va mieux le voir, ici, on a des grilles qui permettent d'accéder à des allées arborées
et à l'intérieur desquels ça dessert des appartements. Donc, à l'origine, c'était les cadres inférieurs qui étaient dans ces petites allées arborées, et à l'extérieur, c'était les autres. Maintenant, ça a été inversé. Et côté rue, il y a des échoppes, il y a des, je sais pas, des notaires, etc., des cabinets médicaux. Alors, au milieu, on peut voir sur la grille un L et un M sur la grille. Je ne sais pas si vous le percevez. C'est la mascotte, les initiales de ces bâtiments. Bien. Alors, on a à droite la calle Mascota, à gauche calle Idéal, ce sont les noms de paquets de cigarettes, hein, rien de plus. Et alors là, c'est un intérieur que j'ai pu visiter en février, et je trouve que c'est pas mal parce que c'est assez bien conservé. Il y a 2 patios intérieurs. On peut voir, bon, le sol, je crois qu'on aperçoit un peu, il est d'une qualité remarquable, le parquet, la baignoire, bien évidemment. J'avais mis les toilettes des WC, les lavabos d'époque, mais je me suis dit que c'était peut-être un peu abusé. Et le placard, il est encastré. Pour l'époque, c'était incroyable. Voilà. Et puis, voilà, une des allées privatives, par exemple, ils avaient des petites fontaines, des petits arbres. Donc, il fallait vraiment qu'on puisse se reposer et surtout être près du travail, ne pas perdre de temps, être plus rentable. Les tortues qui sont dans votre famille, hein. Encore. Oui. Voilà, il a aussi donc fondé une école, l'école commerciale, puisque le système éducatif, je vous dis qu'il y avait une influence française très importante, était fondé sur le système français. Il y avait des écoles normales, mais j'apprends qu'en France, on va y revenir, comme quoi ce sont des cycles. Et là, on avait donc, en haut à gauche, c'est le réfectoire. Comme vous pouvez le remarquer, les élèves sont tous face au photographe. Ils ne peuvent pas parler ensemble pendant qu'ils mangent. Ensuite, on a les marraines de l'oratoire au milieu. À droite, on a la gymnastique suédoise. On a la boxe. Et puis, je crois qu'il y a l'escrime quelque part. Oui. En bas à gauche, on a le cours d'anglais, il me semble. Puis au milieu, en bas, on a la tachygraphie et sténo des messieurs. Et enfin, tout en bas à droite, c'est l'école maternelle. Et bien évidemment, c'est une maîtresse d'école. Là, on remet les choses dans l'ordre. Ah, nous y voici. Alors, donc ça, c'était toute la dimension philanthropique. Et il y a eu quand même... L'usine a fermé ses portes en 64, mais disons, ça avait été repris par d'autres gens que les PUJB, progressivement. Et ça a été racheté, c'est maintenant la Philip Morris, les Américains qui ont l'essentiel du capital, bien évidemment. Alors, on va voir que... donc ce n'est pas une affaire de famille. Hein. Disons que à gauche, mon grand-père, au milieu avec son épouse Adrienne, et les revoilà sur la droite. Il est venu en France parce que son père avait considéré qu'ils étaient français, qu'il fallait aller se battre pour la guerre pour s'enrôler pour 14-18. Bien, alors lui, il a été gazé, Ernest. Donc, il est allé au sanatorium. Conséquence, il rencontre ce monsieur, je ne sais pas, Annie, si tu le connais, si tu l'as connu, Jean-Olivier Toquer. Voilà. Et c'est Jean-Olivier Toquer qui l'a connu au sanatorium et qui était de l'Oquirac, qui lui a dit, mais tu verras, si tu vas en Bretagne me voir, tu te rendras compte que l'air est sain. Hein? Voilà, la preuve. Alors, il est allé en Bretagne et il a séjourné pour la première fois, Ernest, mon grand-père, en 1919. Ils allaient à l'hôtel de Bretagne. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'hôtel de Bretagne. Ben oui, voilà. Et ce n'est qu'en 1930
qu'il a acheté une maison. Donc voilà l'arrière-grand-mère avec mon papa tout petit. Voilà papa avec un béret, il n'avait pas encore la casquette. Alors là, je ne sais pas où c'est exactement à Louquirec, mais... Oui, là, à gauche, sans doute. Ouais. Bon, déjà, il aimait pêcher. Hein, il adorait ça, vous allez voir dans la photo suivante. Avec son frère Robert, il aimait la mer aussi, donc à la crevette, en mer. Au Mexique, parce que malgré tout, il a continué à aller au Mexique, puisque une grande partie de sa famille était là-bas. Donc, il continue à aller. Là, il est avec un de ses beaux-frères par alliance, du côté de ma maman. Et donc, en espagnol, c'est un PSV, là. Donc, j'ai trouvé Istiophorus. Alors, c'est le mot savant. Sinon, on a trouvé le plus proche, ce serait l'espadon. Bon, je vous laisse choisir. Et pourquoi est-ce qu'il est retourné aussi au Mexique? Et pourquoi est-ce que moi, par exemple, autant? Mais parce qu'un jour, il s'est marié avec une franco-mexicaine, c'est-à-dire Solange Hussel Carrillo, ma maman. En fait, son père, Gaston, alors là, il faut prêter attention parce qu'après, je fais l'interro. Gaston Hussel, le papa de Madame Solange, a débarqué au Mexique parce que son frère Auguste Hussel avait été embauché par un Français pour faire du dessin industriel. Auguste. Eh bien, cet Auguste a été embauché par Ernest Pugibé. Donc, le monde est petit. Hein. Voilà. Et donc, une génération plus tard, ou deux, finalement, ils se sont rencontrés au Mexique. Ce n'était pas un mariage arrangé, ça aurait été parfait, mais non. Ils se marièrent, ils eurent 3 filles. Vous avez un exemplaire. Et voilà. Et donc, papa a continué de pêcher, effectivement. En bas à droite, c'était un des concours de pêche. À l'époque, il y avait souvent des concours de pêche à Louquirec. Alors, est-ce que vous identifiez le poisson en haut à gauche? Une lotte. Une lotte. Oui. Avec une Vous avez gueule. des doutes. Ouais, si, Ouais, c'est comme ça. pour ça qu'on coupe toujours la tête des lottes. Et voilà. Alors, donc ça c'est papa, son chien Tofi, Daniel, Véronique. Et je voudrais quand même ajouter quelque chose, puis je laisserai la parole à Kirek. C'est qu'il reste une ombre à cette histoire de Ernest Pugibé, l'arrière-grand-père, c'est qu'il n'a jamais mis les pieds à Louquirec. Il n'a pas connu Louquirec, et ça c'est impardonnable, je crois. Et c'est en revanche devenu le port d'attache donc de son fils aîné et dans sa villa qui avait été échangée contre la maison où il habitait à Cannes. Il est tombé en amour avec cette maison dans le port. Ensuite, ses beaux-parents de Jojo, Gaston et Manuela, ma grand-mère, ont aimé la Bretagne aussi. Ils venaient souvent du Mexique, où il faisait quand même plus chaud. Ils venaient souvent. Mon papa a amené ma maman en voyage de noces à Louquirec. Elle a eu un peu froid, il faut le dire. Et dorénavant, donc, 2 des arrière-petites-filles d'Ernest Pugibé et 2 donc, des petites-filles, tout simplement, d'Ernest Pugibé, le fils, se sont établies à Louquirec. Elles ont repris le flambeau mexicano-louquirecois avec nos familles respectives, nos filles. Nous n'avons eu que des filles, hein, on n'a pas réussi à faire mieux. Donc, longue vie au Mexique à Louquirec, mais le relais est assuré aussi avec Kirek, son épouse et leur fils. Et pour rester dans le politiquement correct, on a bien voyagé, mais fumer autant, ça peut quand même être embêtant hein, pour la santé. Merci.
Donc, merci beaucoup de nous avoir transmis tout ça. Et cette rencontre est très enrichissante pour nous. Je pense aussi pour l'Okirec de me mettre un peu des noms et des informations sur ce lien avec l'Amérique latine. C'est vrai que ça nous interroge aussi sur le lien au-delà entre la Bretagne avec le monde, parce que la Bretagne, si on parlait, ce sera l'occasion d'en parler. On va avoir dans un moment peut-être juste une petite présentation de l'exposition qui est ici, qui nous a permis d'être ici aujourd'hui aussi, parce que thématiquement, ça s'insérait tout à fait dans notre propos. Eh bien, si on parle, par exemple, de 1310, on remonte à l'époque de Jean le Bon, qui s'était marié avec... alors, il y a des liens avec l'Espagne très, très anciens. Hein. Et si Christophe Colomb part au Nouveau Monde pour découvrir le Nouveau Monde, eh bien, c'est grâce à des voiles qui sont faites en Bretagne. Alors, il y a des choses qui sont très importantes par rapport à la Bretagne et par rapport au Nouveau Monde, et ici, pour nous, par rapport au Mexique. Et j'espère qu'on aura l'opportunité d'approfondir ces recherches et d'aller plus loin dans tout ça. Et merci beaucoup d'être venu aujourd'hui. Et si vous avez des questions, Voilà. s'il reste des zones d'ombre dans ces fumées de cigares, de cigarettes, je ne sais pas. Non, c'est clair. Je vais poser une question sur les investisseurs, les gens qui ont mis au capital de la manufacture Coppel à Dorody. C'était quel genre de personnes? Alors, il y a, donc, c'est une époque où c'est ouvert aux capitaux étrangers, parce qu'après, le Mexique a refusé les capitaux étrangers. Hein. Il y a une nationalisation, le pétrole, etc., les mines, tout ce qui venait du sous-sol. Capital français, 25%. Capital espagnol, c'est pas inintéressant. Il y avait quand même du capital nord-américain et capital mexicain. Et puis après, de ci, de là, disons, il n'y avait pas de Russes, c'est sûr. Il n'y avait pas de Chinois, c'est certain. Voilà. Européens, oui. Mais les Espagnols étaient quand même omniprésents, c'est certain. Ouais. Les noms, on l'entend par certains noms. Ouais. L'effondrement de l'Empire Bugibet, vous avez dit la Révolution. C'est quoi, c'est comment, c'est quand? Alors, la révolution mexicaine commence en 1910. 1910-1920. Comment? Bugibet est en plein essor en 1910. Oui, alors il reste un tout petit peu, parce que la révolution, elle commence au nord et elle commence au sud. Et l'idée, c'était de faire sortir celui qui ne lâchait pas son siège de président non élu, puisqu'il avait dit, dans la constitution mexicaine à l'heure actuelle, c'est non reconductible. On ne peut pas se présenter deux fois. Donc c'était son cas de figure, il s'était représenté, et donc l'arrière-grand-père est resté au début parce que ça n'avait pas encore atteint la ville, il fallait encore des voies ferrées, donc bon, on le respectait. Et curieusement, alors ça j'ai lu ça il y a peu, on aurait pu penser, parce que les cigarettes qui étaient produites et adressées à différentes couches de la population. Il y avait des plus ordinaires, des moyennes, des hauts de gamme, etc. Pendant la Révolution, ils ont continué à faire un chiffre d'affaires parce qu'il y avait des gens des classes aisées qui pouvaient encore se l'offrir. Les autres, ils essayaient plutôt de se nourrir. Donc voilà. Donc il y a eu faillite ou... Ça a continué d'exister, Mais lui, il était tellement connoté ami de Porfirio Díaz qu'il ne pouvait pas rester. Ça, c'est sûr. Mais Adrienne Tron, donc ma grand-mère paternelle, mon grand-père s'est marié avec une Adrienne Tron, elle était barcelonnaise, on appelle les barcelonaises. De sa famille, il y en a qui sont allés en France le temps de la Révolution et après ils sont repartis. Ils étaient déracinés en France, pour certains. C'était en quelle année la Révolution? 1910-1920. 10 ans. Et alors, Parce il est pas... que le fils, il est venu, tu as dit tout à l'heure, pour partir
à l'armée. à l'armée, Enfin, la à guerre. la guerre de 14. Oui. Et d'abord, il travaillait avec son père, il était... Oui. Et il est venu et faire après la guerre, il n'y est pas retourné. Alors lui, il a survécu à la guerre, son frère est mort. Il a fait des études en France. Et il est resté en France et il a eu la Seconde Guerre mondiale. Voilà, il fait partie de cette génération qui a eu droit à 2 guerres. L'aïeul Ernesto, il est parti où? La gueule. Il est mort où? Alors lui, il est venu en France. Ah, il est revenu Et en 1915, il est mort, il est enterré à Paris. Sa femme est morte au Mexique, elle est repartie au Mexique, où elle est morte, et on l'a ramenée ici. Et alors la manufacture, on a les belles lithos que vous nous avez montrées. Il n'y a plus rien là. Plus rien. Les La belles nouvelle colonnes en usine, fer, elle tout est- ça a été... Oui. Alors maintenant, curieusement, c'est l'antenne de téléphonie, l'équivalent de Orange, on va dire, hein, le gros truc, télécom, et le métro, les bureaux du métro de Mexico. Ouais, c'est une histoire. Et Ernesto, là, l'aïeul, il est né où? Alors, il est né à Saint-Martory, près de Toulouse, on va dire, pour Ah, situer près de Toulouse, dans d'accord. Béarn encore. Ouais. C'est quand même dommage qu'il ne soit pas venu à l'opérer. Ah oui. Bon, on est bien d'accord. Ah, une anecdote amusante, il était un jour en diligence avec la famille, je crois. Je ne sais pas s'il y avait des enfants, mais au moins son épouse. Ils se sont fait agresser dans la diligence. On leur a tout pris, tous les vêtements, les valises, tout. Et un peu plus tard, à Mexico, il a vu un homme qui portait ses pantoufles. Alors, bon, la police l'a arrêté. Une drôle d'histoire. Voilà, des pantoufles. Et il était, pour être parti comme ça à 14 ans, il était d'une famille... Alors, parti parce- ça c'est un grand mystère. Apparemment, il avait, bon, ce qui est sûr, il avait le certificat d'études. Donc, ça, lire, écrire, compter. Ce qui était quand même un atout. Et il avait un frère, donc à Cuba. Ça aussi, c'était un point de chute. Oui. Voilà. Il semblerait que son oncle était instituteur dans la région. Mais on n'en sait pas plus. Il va falloir creuser cette piste. C'est important. Ouais. Je sais Est-ce pas qu'on si... en parle, est-ce qu'on en parle un petit peu au Mexique? Ah oui. Alors, Voilà, le Mexique, parce il est que connu. cette ascension fulgurante, Ouais. c'est Peu de temps. merveilleux Ouais. voilà, de cette ascension fulgurante. Est-ce qu'on en parle? Est-ce que dans l'histoire, dans les écoles un petit peu, ou non, on fait des conférences pour connaître un petit peu, que ça ne soit pas dans l'oubli? Non, oui. Ouais. Alors, dans les écoles, sûrement pas, parce qu'on est très nationaliste. Oui. Et ça, c'est les étrangers. Quand Sarkozy, il y avait eu une année de la France et du Mexique, tout a été annulé et ce genre de manifestation, quelque chose était prévu, ça a été annulé. Donc ça aurait été l'occasion. Alors il y a... Et en plus, il a la spécificité qu'il n'est pas ce qu'on appelle barcelonnette. Oui. Il y a souvent des petits événements. Il y a un musée de l'émigration à Barcelonnette. Lui, j'ai vu, il était présent dans les Asturies en Espagne. Il est représenté un peu comme, parce qu'il était ami des Espagnols, justement. Voilà. Mais au Mexique, il y a des thèses, ça oui, il y a des livres. En France, on ne le connaît pas du tout. On se connaît, Voilà. C'est vrai qu'il n'est pas connu et il y a un petit truc sur internet, il y a un peu de Wikipédia, etc. Mais bon, c'est encore à nourrir hein, parce qu'il c'est ça. y a plein de choses qui sont pas. Oui, oui, c'est important. Ce sera important de quelque chose à. Ah, merci. Est-ce que Monsieur Ménanto, est-ce que non, pas, non. Bon, écoutez, nous vous invitons à passer voir l'exposition sur le Mexique pour ceux qui ne l'ont pas encore vue. Et voilà, nous avons ici le commissaire, mais personne ne sait qui c'est.